Bonjour et bienvenue. On organise une série d'auditions dans le cadre du projet Climat Supinsa. Donc, ce sont des auditions d'experts de différentes thématiques. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Yves Bréchet, qui est directeur scientifique chez Saint-Gobain, qui est également membre de l'Académie des sciences. Également François Lerbet, qui est directeur R&D de la section Verre plat à Saint-Gobain. Aujourd'hui, nous parlerons de la manière de décarboner un outil industriel. Et nous aurons également une session de questions-réponses par rapport suite à leur présentation. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Yves Bréchet pour le début de cette conférence. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, je vais être assez bref parce que l'essentiel de la conférence va être donné par François Lerbet et je vais vous expliquer pourquoi. On fait tous partie des gens qui sont convaincus qu'il va vraiment falloir décarboner notre énergie, décarboner notre économie. Et décarboner notre économie, ça suppose déjà qu'on ait une économie et ça suppose qu'on considère que l'industrie n'est pas simplement le problème, l'industrie est aussi une partie de la solution. Donc, il va falloir se poser la question de savoir comment on fait sérieusement pour décarboner, pour répondre aux objectifs qu'on se donne en termes de décarbonation d'une industrie. Alors, cette démarche-là, en fait, depuis plusieurs années, est partagée par un nombre non négligeable d'industriels. Là, vous avez, je m'amuse un peu à faire du logo dropping, mais il y a beaucoup d'industries qui se sont engagées à décarboner et ça va jusque à l'engagement de Pierre-André de Chalandard, l'actuel président directeur général de Saint-Gobain, qui s'engage à avoir une situation net zéro carbone en 2050. Alors 2050, ce n'est pas tout de suite, mais ça veut dire que pour être capable de le faire en 2050, il faut se poser les questions et prendre les actions qui sont nécessaires à prendre tout de suite sur un outil industriel. Et ça suppose qu'il y a un gros travail à faire, à la fois pour les chercheurs, pour trouver des solutions innovantes, mais aussi pour les ingénieurs, pour mettre en place des solutions qui sont disponibles, mais qui, compte tenu de l'inertie d'un outil industriel, doivent être décidées avec un temps d'avance suffisant pour qu'on puisse réellement les mettre en place. Alors, si on regarde, je vais vous donner quelques gros volumes et vous expliquer pourquoi on va vous parler de verre. La manière de classer pour l'industrie, de classer ces émissions de CO2, c'est ce qu'on appelle les émissions en scope 1, scope 2, scope 3. Les émissions en scope 1 sont liées à l'utilisation des énergies fossiles et à l'utilisation de matériaux de base, de matériaux constitutifs qui, eux, vont pouvoir émettre du CO2. Le scope 2 est lié d'une manière indirecte à l'utilisation qu'on fait de l'électricité suivant qu'elle est plus ou moins carbonée. Et ça, vous sentez que ça va dépendre très fortement de l'endroit où se trouvent nos usines. Et le scope 3 est quelque chose qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus indirect et qui est lié essentiellement aux problèmes de transport, aux problèmes de packaging. Et vous voyez, ces différentes grandeurs, là vous avez les millions de tonnes de CO2 correspondant à ces différentes grandeurs. Le scope 1, dont on va vous parler beaucoup, c'est à peu près 8 millions de tonnes pour Saint-Gobain. Le scope 2, c'est 2,7 et le scope 3, c'est 23. Donc, ça veut dire que aucun de ces points-là ne doit être négligé. Alors maintenant, Saint-Gobain, vous savez tous que Saint-Gobain fait du verre. Saint-Gobain ne fait pas que du verre. Saint-Gobain fait du verre, fait des isolants, ce qui fait que d'ailleurs, si on s'amuse à compter la quantité de CO2 économisée par les produits de Saint-Gobain, on devient très rapidement neutre en CO2. Et ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est aussi être neutre pour la production de nos matériaux. Vous avez du plâtre qui prend une partie non négligeable de nos émissions de CO2, parce que le plâtre, on met de l'eau pour l'enlever, pour la remettre. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Vous avez tout ce qui est les canalisations qui sont en fonte. Les canalisations en fonte, c'est toute la production de CO2 des aciers. Vous avez les céramiques qui demandent des procédés à très haute température. Vous avez le vitrage automobile. Donc François Lerbet va vous dire sur tout ce panel-là, comment est-ce qu'on essaye de traiter le problème du CO2 associé à la fabrication du verre et notamment du verre plat. Vous voyez aussi que dans une entreprise comme Saint-Gobain, qui est une entreprise internationale, les questions se posent avec une ampleur différente suivant les différents continents, c'est-à-dire suivant notre implémentation dans les différents continents. Alors, les leviers d'action qu'on peut imaginer sont d'une part sur l'efficacité énergétique de nos procédés, sur le changement possible de source d'énergie de nos procédés,
sur une évaluation possible, une évolution possible des matériaux que l'on utilise, sur les actions qu'on peut avoir sur le transport et puis évidemment sur la capacité qu'on a à éviter les émissions de CO2 chez nos clients. Ça se traduit aussi par des actions de recherche. Alors, celle que vous avez au milieu, c'est comment est-ce que je peux modifier le design de mes produits ou que je peux modifier mon procédé pour avoir une industrie qui produit des matériaux et des objets et qui les produit avec moins de CO2. Mais on peut aussi avoir une vision globale qui est plus simplement une vision pour notre industrie, mais une vision pour notre économie, voire pour notre planète, qui est d'une part de regarder la performance des produits, quand on fait un vitrage qui est plus isolant, quand on fait un isolant qui est plus efficace, et bien même si ça ne nous est pas compté, c'est quelque chose qui permet de réduire les émissions de CO2 de nos clients. Et puis l'autre aspect, c'est d'aller vers une économie décarbonée conduira à un certain nombre d'innovations technologiques. Le véhicule électrique est celui qui est le plus évident tout de suite. Et ces innovations technologiques, tout comme l'hydrogène éventuellement, ces innovations technologiques créent de nouveaux marchés pour une industrie. L'autre idée, c'est de se positionner pour rendre ces marchés possibles. Et donc tout ça, ça conduit à un certain nombre d'actions dans le domaine de la R&D. Alors, le motto de cette conférence, c'est de l'intention à l'action. Comment est-ce qu'on fait en pratique? Comment est-ce qu'on fait autre chose que de se contenter d'annoncer un objectif et on se dit comment on construit la route pour atteindre cet objectif? Et là, on s'est dit, on va vous parler d'un cas particulier qui est le cas de la production du verre. Vous allez voir à la fois ce qui peut se faire et les difficultés qu'on rencontre à le faire. Mais il y a un autre aspect dont on pourra peut-être parler quand on reviendra pour les questions à la fin du séminaire, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place une culture de la décarbonation dans une industrie. Comment est-ce qu'on peut entraîner les chercheurs à penser réduction de CO2? Comment est-ce qu'on peut orienter des programmes de recherche pour trouver des solutions innovantes? Je vais arrêter là mon introduction et je vais passer la parole à François Lerbet qui va vous parler de verre. Ok, bon écoutez, bonjour à vous. Je vais vous parler donc du travaux qu'on fait à Saint-Gobain pour décarbonater le procédé de fabrication du verre plat. Quels sont les challenges pratiques que l'on a et quelles sont les grandes difficultés et les grands choix qu'on a à faire devant nous. Ma présentation est sur 4 grands points, quelques points d'introduction pour que vous voyez quelles sont les émissions de CO2 du verre plat en général et comment elles se relient avec l'ensemble des émissions de CO2, est-ce que c'est un gros contributeur ou pas. Un deuxième point un peu plus technique sur les procédés de fabrication du verre plat, pour que vous voyez après les problématiques que ça va poser spécifiquement dans la décarbonisation. Après, un point numéro 3 que Yves a un peu présenté sur les différentes actions que les industriels font en général pour réduire l'empreinte carbone. Et puis, sur le point 4, j'insisterai sur les challenges spécifiques que l'on a, les différentes options qu'on a devant nous, comment on fait nos choix, etc. Et le 5, le dernier slide, sera sur la conclusion. Donc, juste pour donner quelques ordres de grandeur, la production mondiale de verre plat aujourd'hui, c'est 70 millions de tonnes de verre fondu par an. L'ordre de grandeur, dans tous les procédés aujourd'hui, c'est des procédés continus, des rubans de verre qui font en moyenne 3 mètres de large, des épaisseurs moyennes dans les applications bâtiments qui sont autour de 4 mm, un peu plus fin dans le verre automobile, et c'est à peu près 2 millions de kilomètres par an de rubans de verre. Donc, vous voyez, chaque année, il y a beaucoup de verre qui se fabrique. Et aujourd'hui, l'Europe, c'est 10 millions de tonnes, la Chine, 35 millions de tonnes, et l'Amérique du Nord, 7 millions de tonnes, le reste réparti un peu partout. Donc, l'Europe est un gros contributeur, mais quand même moins gros que la Chine. Donc, une ligne typique de verre plat, je vous ferai quelques détails après, c'est une procédé continue. On coupe des grands plateaux de 6 mètres par 3 qu'on envoie chez des clients qui fabriquent soit des pare-brises derrière, soit des vitrages, double vitrage ou des choses comme ça. L'ordre de grandeur, c'est 600 tonnes de verre qui est produit par jour. Ça fait 180 000 tonnes par an. Il y a 400 lignes comme ça qui sont dans le monde et qui font à peu près les 70 millions de tonnes. Donc, 53 lignes en Europe. Et sur ces 53 lignes, Saint-Gobain, vous avez 12 lignes en Europe, 13 lignes hors Europe. Vous avez vu, il vous a présenté les empreintes carbone qu'on a un peu dans le monde. Sur ces 12 lignes en Europe, Saint-Gobain en a 3 en France. Après, si je remets les ordres de grandeur des émissions de CO2, donc le verre plat en Europe émet 5,8 millions de tonnes de CO2. Et nous, Saint-Gobain, on a à peu près une part de marché de 20%. On est à 1,6 million de tonnes de CO2 par an. À comparer à l'ensemble des émissions de l'industrie, qui est 1800 millions de tonnes. Donc, vous voyez qu'on est un petit contributeur quand on compare à des gros industriels comme le cimentier ou la métallurgie qui émettent plus que nous, qui sont plus grosses.
sur l'ensemble des émissions de l'Europe qui sont de 4 600 millions de tonnes. Donc l'industrie est un gros contributeur, pas le seul évidemment. On sait que l'automobile et l'agriculture et puis le bâtiment sont des gros émetteurs de CO2. Alors comment le verre plat contribue à sauver du CO2? Donc juste pour savoir l'ordre de grandeur de l'isolation thermique dans un verre plat tout seul, un simple vitrage, ça laisse passer 6 watts par mètre carré par Kelvin, et plus on complexifie le produit, un double vitrage avec des couches, avec du gaz isolant ou un triple vitrage, vous voyez que l'isolation thermique finit par faire 10% de l'émission de transfert de chaleur qu'on avait dans un verre monolithique. Et globalement, on peut dire qu'en fonction du CO2 qu'on émet quand on fabrique du verre, quand on passe dans une rénovation d'un monolitrage à un double vitrage ou un double vitrage avec couche, en gros, on sauve 10 fois plus de CO2 qu'on en émet pendant la production. Vous voyez qu'on est, par l'effet chez le client et l'application finale, on est des très gros sauveurs de CO2, mais malgré tout, on émet du CO2 dans notre production et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je passe très vite sur ce qu'on fait avec du verre. On peut faire des verres automobiles, on peut faire des produits à application optique, thermique ou mécanique. J'ai quelques slides aussi en backup que vous pourrez regarder derrière si vous voulez vous instruire un peu plus. Et juste pour un point important quand même de l'aspect économique, il faut savoir que le produit verrier, donc un verre plat, est un verre normalement qui n'a aucun défaut optique. Vous verrez que c'est un des grands problèmes par rapport aux autres applications verrières qui existent comme la bouteille ou les fibres d'isolation. Donc on fait un produit de très haute qualité, mais qui est vendu sur le marché de gros, je dirais, à 3-4 euros le mètre carré de 4 mm, ce qui fait le prix au kilo des patates. Donc à la fin, nous, on fait un produit très technique, mais le prix de vente est quand même pas très élevé. Et donc tout impact de variation de process, de choses qu'on va devoir faire pour diminuer le CO2, l'impact économique est extrêmement important dans l'ensemble de notre route pour le zéro CO2. Alors après, pourquoi se focaliser, nous, sur le verre lui-même? Là, je vous ai représenté ce que c'est qu'un vitrage isolant bâtiment standard. Aujourd'hui, c'est un double vitrage. Alors, un des verres peut être souvent un verre feuilleté pour des questions de sécurité, pour l'anti-intrusion ou pour la sécurité des personnes. C'est un verre feuilleté avec un plastique. Il y a aussi une couche isolante qui permet d'éliminer ou de diminuer drastiquement le transfert thermique entre les deux feuilles de verre. Donc, on a beaucoup de processing autour du verre. On l'assemble, on met des couches dessus. Mais au final, vous voyez que sur le petit diagramme de gauche, le float, c'est-à-dire le verre de base, représente, même sur un produit très sophistiqué comme ça, la plus grosse partie des émissions de CO2. Donc, la question de l'empreinte carbone des produits verriers se résume quand même principalement à l'empreinte carbone du verre de base. C'est de ce verre de base dont je vais parler maintenant. Donc, si je reprends ce qu'est qu'une usine de verre plat, je vais rentrer dans le détail un peu après, mais vous avez sur la partie à gauche le four, le float, les tenderies, je vais vous distinguer ça rapidement, mais en gros, c'est toute la production de verre de base. Et vous avez quelques ateliers qui transforment un peu le verre. Et quand vous regardez en scope 1, 2 et 3, donc le verre de base émet sur une usine standard 110 000 tonnes de CO2 par an. Sur ces 110 000 tonnes, vous voyez qu'il y a 10 000 tonnes qui sont du CO2 qui viennent de l'électricité, donc les scope 2, et le scope 1 est plutôt 100 000 tonnes. Il y a du scope 3 parce que pour la fabrication d'un des composants de matière première, qui est le carbonate de soude, il y a aussi de l'énergie qui est dépensée par notre fournisseur, donc lui, il émet beaucoup de CO2. Et dans les processus de transformation, ils sont principalement électrifiés, donc c'est plutôt du scope 2 qui est émis, donc, dans lequel l'impact majeur, c'est le taux de carbone qu'il y a dans l'électricité. Et puis la feuille de plastique elle-même, je vous ai parlé du verre feuilleté tout à l'heure, la feuille de plastique elle-même a évidemment un contenu CO2 qui est un contenu de scope 3, puisque c'est du feuille de plastique qu'on achète. Donc pour résumer, le verre, c'est un émetteur de CO2 moyen dans l'industrie. On fait plus d'économies de CO2 dans l'utilisation qu'on en produit, mais on en produit quand même pendant notre process de fabrication. Et c'est principalement le verre plat lui-même, dans son procédé, qui est l'émetteur de CO2 par rapport aux étapes de transformation. Donc, quelques éléments de base sur le processus de fabrication du verre. Juste un slide d'histoire. Donc, à l'origine, le verre était un verre qui était fabriqué en soufflant. Donc, c'était des cylindres qui étaient fabriqués, qui étaient après remis à plat. Après, on a commencé, il y a plusieurs
centaines d'années, on a commencé à faire de la coulée sur du verre, sur des tables métalliques pour faire des plaques un peu plus grandes. Au 19e siècle, le verre a commencé à être un procédé continu, avec un premier type de verre le verre était fondu et passé entre deux rouleaux de laminoir. Après, il y a eu un procédé pendant un certain temps au XXe siècle où le verre était étiré verticalement. Et aujourd'hui, une usine de verre plat, ça ressemble à un procédé qui est un procédé continu horizontal, où on a sur une partie gauche un four qui élabore le verre. On va beaucoup parler de cette partie-là pendant la suite de l'exposé. Après, on dépose le verre, on coule le verre sur un bain d'étain. Les deux faces de verre sont, la face à l'atmosphère et la face à l'étain, sont optiquement propres. Il n'y a pas besoin de les repolir, ce qui n'était pas le cas dans le verre laminé. Et après, le verre, on le refroidit directement dans une étendrie. Ce qu'on appelle l'air, c'est l'étendrie. L'ensemble de la ligne, pour vous donner un ordre de grandeur, l'ensemble de la ligne fait à peu près 400 à 500 mètres de long, parce qu'il faut chauffer le verre et après, il faut le refroidir naturellement pour que les contraintes soient dissipées correctement. Et en gros, chaque usine, c'est 150 millions d'euros d'investissement qu'on répare à peu près tous les 15-20 ans. C'est l'usure du four, des réfractaires du four qui nécessitent de réparer le four, et à peu près tous les 15-20 ans, et on en a pour plusieurs dizaines de millions d'euros de réparer ces fours tous les 20 ans. Donc juste un petit rétrospectif, si on veut être neutre en 2050, les fours qui seront en opération en 2050, ils auront été réparés vers 2030, puisque la durée de vie, c'est 15-20 ans. Donc, il faut qu'en 2030, on sache quel four on va designer pour qu'il soit neutre en 2050. Donc, c'est pour vous dire aussi que 2050, c'est loin, mais pour nous, c'est plus très très loin, et vous le verrez tout à l'heure, l'impact que ça a sur les programmes. Alors, pour vous donner aussi une idée d'aperçu de ce que c'est qu'un four, donc on fabrique du verre, mais vous voyez, le four lui-même, c'est une grosse cathédrale. Hein. Vous voyez la personne au milieu, là, c'est pendant une réparation. Et vous imaginez que pendant qu'on produit, tout ça, c'est rempli de verre en fusion. Donc, c'est des choses qui sont, en termes de taille, assez importantes. Donc, quand on tire à peu près 600 tonnes de verre par la droite tous les jours, qu'on en rend 600 tonnes par le mélange de l'autre côté, le four lui-même, il a à peu près 2000 tonnes de verre qui sont dans la cuve qu'on a vue. Et puis, donc, on le rentre par le mélange par la gauche. Il y a les flammes qui sont avec un point chaud autour de 1600 degrés. C'est l'endroit où la fusion du verre et l'ensemble des réactions chimiques se font à la bonne vitesse pour pouvoir avoir un verre de bonne qualité. Et à la sortie à 1100 degrés, le verre a la viscosité suffisante pour pouvoir s'étendre. Vous imaginez faire couler du miel sur une plaque, voilà, et puis le verre s'étend tranquillement. On peut le fabriquer à la bonne épaisseur par rapport à ce qu'on veut produire à la fin. Un petit élément qui est important pour la suite, le procédé de fusion dans le four est assez compliqué. Il est assez compliqué parce qu'on veut obtenir un verre de très bonne qualité. En fait, on a des points chauds et des points froids dans ce four, hein, le hotspot, comme on dit, autour de 1600 degrés. La sole du four qui est plus froide, l'entrée à gauche qui est plus froide, la sortie à droite qui est plus froide. Il s'établit en fait naturellement dans ce four des cellules de convection. Une première cellule à gauche avec la trait rouge, une deuxième cellule à droite avec la partie bleue. Et c'est extrêmement important parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir un temps de séjour du verre dans ce four qui soit suffisamment long. Donc, en gros, ces courroies s'échangent un peu de matière entre elles, mais globalement, on veut que le verre à l'intérieur du four passe suffisamment de temps pour qu'à la fin, il sorte une pâte verrière de bonne qualité. Et vous allez voir ce que ça veut dire, une pâte verrière de bonne qualité, c'est un point qui est extrêmement important. Un autre élément qui est important, qui gère une partie de la performance des fours, c'est les échanges thermiques, parce qu'il faut essayer de consommer le moins possible. Donc la grande enceinte, vous avez vu la personne tout à l'heure, c'est ce qui est marqué dans le petit carré bleu. Là. Donc vous imaginez qu'à l'échelle, il y a encore des choses plus grosses autour. Et ces choses plus grosses autour, ce sont des échangeurs, puisqu'en fait, pour éviter on brûle de l'air froid, vous voyez que l'air en dessous rentre à 50 degrés, il se réchauffe dans un espèce de gros échangeur, et donc il rentre autour de 1250 degrés. Et donc, de ce point de vue-là, la flamme est plus efficace et la chauffe du verre est meilleure. Et donc, la fumée de l'autre côté sort à 1500 degrés et va réchauffer ces échangeurs. Et toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes, on change la flamme dans un sens de gauche à droite ou de droite à gauche
pour pouvoir équilibrer la température dans ces deux gros échangeurs. Mais quand on fait un bilan thermique complet sur un four aujourd'hui, en fait, il n'y a que 43% du verre, de l'énergie qui est utilisée pour chauffer le verre et pour faire les réactions chimiques. Mais il y a quand même une grosse partie qui part encore dans les fumées ou qui est perdue dans l'enceinte du four elle-même. D'accord ? Donc 32% dans ce qu'on appelle les pertes thermiques, 25% dans les pertes de fumée, et puis donc 43% qui sert à peu près de façon efficace, soit à chauffer la pâte d'un côté, soit à faire les réactions thermiques. Et quand vous faites un bilan sur un four comme celui-là, avec un prix du gaz naturel aujourd'hui autour de 20 €, on dépense 9 millions d'euros dans une usine pour simplement fondre le verre tous les ans en facture de gaz. Un élément un peu plus détaillé sur la fusion du verre, pour vous montrer d'où vient le CO2. Donc aujourd'hui, le verre, c'est de façon assez basique, je ne vous parlerai pas des others qui sont là, qui sont importants aussi pour certains points techniques, mais en gros, on mélange du sable avec un certain nombre de carbonates pour former du verre. Donc de carbonate, pourquoi? Parce que c'est des matières qui sont disponibles sous cette forme-là pour apporter le calcium, le magnésium et le sodium. Si c'était d'autres types de composés, eh bien, ça serait pour un certain nombre d'entre eux compliqué parce qu'ils n'existent pas sous forme d'oxyde. Et donc, ça serait soit des sulfures, soit des chlorures, et les émissions ce ne seraient pas des émissions de CO2, mais de SO2 ou de chlore qui sont, d'un point de vue chimique, beaucoup plus compliquées à manager. Donc, pour l'instant, le CO2, il part à la cheminée. Donc, aujourd'hui, on utilise du sodium carbonate qui n'est pas une matière qui existe beaucoup à l'état naturel. Donc, c'est beaucoup du carbonate de sodium synthétique. Du calcaire, aussi de la dolomie ou d'autres matériaux de type porteur par carbonate d'autres cations. Et donc, en gros, la réaction, c'est de la silice plus des carbonates qui font un silicate, c'est le verre, plus du CO2. Il faut bien avoir en tête que donc, dans les émissions de CO2 qu'on fait, qui sont autour de 500 kg de CO2 par tonne de verre, il y en a la majorité vient de la combustion, de l'énergie du gaz, mais une partie non négligeable vient de ces carbonates qu'on élimine pendant la fabrication du silicate. Donc la partie matière première est pratiquement au même niveau d'importance que la partie énergie. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fond le verre? Évidemment, on fond les grains de particules de verre, de sable, je veux dire, qui lui font tout seul à 1600 degrés. Vous avez vu qu'on n'allait pas jusqu'à 1700 degrés, on ne va pas jusqu'à 1700 degrés. Donc, il réagit avec les carbonates, en particulier avec la soude, pour abaisser le point de fusion. Donc, il faut fondre ces matériaux pour qu'ils deviennent un matériau transparent, un verre. Mais en même temps, on émet du gaz. Donc, il y a beaucoup de gaz qui est émis. Donc, vous voyez, quand on fond une tonne de verre de flotte, de verre de base, on émet 100 nanomètres cubes de bulles de CO2. Et tout ça, il va falloir les enlever du verre parce que, alors, ce n'est pas la même chose quand on fabrique une fibre de verre qu'on va mettre dans son plafond. Là, il peut y avoir des fibres de verre dedans, mais des bulles dedans. Mais par contre, quand on fabrique un pare-brise automobile, je peux vous assurer que les constructeurs automobiles, ils ne veulent plus voir une seule bulle dans la plaque de verre qu'on fabrique. Donc, il est important de pouvoir éliminer toutes ces bulles pour qu'à la fin, la qualité, qui soit un mélange de trois choses. La première, c'est l'homogénéité de la pâte, pour qu'on voit bien clair à travers. Donc, il faut que l'indice de réfraction soit très homogène. Le deuxième, c'est les défauts ponctuels, les particules qui sont pas fondues, les impuretés, les réfractaires qui auraient pu réagir avec le verre ou le sable lui-même. Les grosses bulles et aussi ce qu'on appelle l'affinage, les petites bulles, donc toutes les bulles qui sont inférieures à 200 microns. Aujourd'hui, la limite de visibilité de ces bulles, pour un pare-brise, c'est plutôt entre 300 microns, mais qui sont la queue de distribution de ces bulles d'affinage. Et pour lequel, je reviens à ce que j'ai dit au début, il faut que le temps de résidence des matériaux dans le four soit suffisamment long. Un point important dans les matières premières, c'est le calcin. Vous savez tous qu'on fait tous notre tri et le verre lui-même de bouteille, il est réutilisé, c'est ce qu'on appelle le calcin. Donc, dans l'industrie du verrière de la bouteille, c'est connu depuis très longtemps. Chacun fait son tri, le verre est recyclé et recyclable à 100% de façon infinie.
Ça se fait moins aujourd'hui dans les chantiers de démolition du verre. Donc aujourd'hui, la source de calcin pour nous est plutôt des sources de calcin internes. Il faut savoir que dans toutes les chutes de fabrication qu'on a chez nous, qu'on a chez nos clients, on réutilise beaucoup de verre dans les pare-brises cassés. Mais par contre, dans les déchets de chantiers de construction bâtiment, il y a très peu de verre qui est aujourd'hui recyclé. Mais chaque utilisation de calcin à la place du sable ou des autres matières premières est une source d'émissions de CO2, que ce soit par l'énergie, parce que le calcin fond beaucoup mieux que le sable, ou par la diminution des émissions de CO2, puisqu'on économise du décarbonate. Donc voilà quelques éléments de base sur les réactions, sur ce que c'est qu'une usine de verre plat, et sur les timings en termes de réparation et d'utilisation de nos lignes. Quelques mots un peu généraux pour voir dans quelle mesure on s'accorde avec les autres industries où il y a des choses qui sont spécifiques pour nous. De façon très court-termiste, les choses qu'on peut faire et qu'on aura toujours besoin de faire, quelles que soient les solutions techniques qu'on prend, ça sera de diminuer la consommation énergétique. Vous avez vu qu'une grosse partie de la consommation énergétique ne sert pas à chauffer le verre parce que les réfractaires n'ont pas une isolation totale. Donc le four rayonne. Quand vous êtes à côté d'un four de verre plat comme ça, il fait très chaud. Donc on voit qu'on ne peut pas isoler complètement nos fours. Il y a encore de la chaleur dans les fumées qui sortent. Donc il faut qu'en permanence, de façon continue, ce qu'on appelle l'amélioration continue dans les usines, sur la régulation de nos fours, pour diminuer la consommation énergétique. C'est des choses qu'on fait régulièrement, qu'on fait depuis des dizaines d'années, qu'on va encore continuer dans les années qui viennent. On a aussi des choses qu'on peut faire sur la récupération énergétique, récupération de chaleur. On voit que l'énergie, ce que je dis tout à l'heure, elle est encore beaucoup dans les fumées. Donc on peut s'en servir pour la réutiliser, non pas pour chauffer l'air comme on l'a vu tout à l'heure, mais pour réchauffer nos matières premières. C'est utilisé un peu dans le verre de bouteille. Et ça, c'est aujourd'hui une des difficultés qu'on a, c'est que notre taux de calcin n'est pas encore très élevé. C'est plus facile d'échanger de la chaleur avec des grosses morceaux de verre qu'avec de la matière première qui est pulvérulente, comme l'est le sable et les autres matières premières. Donc aujourd'hui, c'est une de nos limitations. L'autre chose qu'on peut faire et qui commence à se faire dans nos usines, c'est de générer de l'électricité à partir de la température de nos fumées. Mais ça, c'est des choses qui sont plus matures et qu'on commence à faire pour améliorer notre bilan énergétique total. Quelques éléments un peu plus précis sur la décarbonisation de l'énergie. Donc ça, c'est juste pour montrer qu'il y a des scénarios que pas mal d'entités génèrent pour savoir à quoi ressemblera l'industrie et le monde en 2050. Donc vous voyez sur la partie de gauche la façon dont sont réparties les sources énergétiques entre le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'électricité, etc. Donc vous voyez sur la gauche, une grosse partie de notre énergie, on le sait, est encore carbonée sous forme de pétrole et de gaz et de charbon. Et on envisage, suivant un certain nombre de scénarios, de décarboner l'énergie et d'avoir une part d'énergie électrique beaucoup plus importante en 2050, avec une part plus ou moins importante de biomasse et d'hydrogène. Et de ça, on va parler un tout petit peu après. Donc nous, une grosse partie de notre travail va être de savoir si et comment on peut passer du gaz, puisque aujourd'hui le gaz c'est notre combustible, à une autre source de combustible. Et là, une des questions qui se pose effectivement, c'est est-ce qu'on peut électrifier directement notre procédé, ou est-ce qu'on va devoir passer par un autre combustible du type de l'hydrogène? Et on voit qu'il est supposé aujourd'hui que l'hydrogène va devenir une part importante de la décarbonisation de l'ensemble de nos activités. On va essayer de faire le tour pour voir un peu ce que faisaient les autres industries, qu'est-ce qu'elles avaient dans leur feuille de route. Là, vous pourrez le lire à tête reposée. Par exemple, dans la partie métallurgique, à long terme, ils pensent à l'hydrogène, ils pensent aussi au carbone capture. Donc, capturer le carbone parce qu'ils ne pourront pas complètement décarboner leur process. Le ciment, c'est pareil, ils pensent à la séquestration du carbone et améliorer l'efficacité, aussi à électrifier une partie de leur process. Donc, vous voyez que tout le monde est à peu près sur
sur un certain nombre de vecteurs qui sont capturer le carbone, passer à l'hydrogène ou s'électrifier. Les biofuels, on les voit un peu. Je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais comme ce n'est pas applicable universellement, parce qu'il faut savoir si vous avez cette source de biofuel à votre disposition, à l'endroit où vous avez votre usine, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on s'attarde beaucoup, parce que ce n'est pas extrapolable à l'ensemble de nos activités. Un élément important sur la partie de l'hydrogène, c'est à quel moment il va être disponible, parce qu'autant l'énergie électrique verte aujourd'hui elle est disponible, autant l'hydrogène vert il n'est pas vraiment disponible aujourd'hui. Et dans ces graphiques-là, en termes de heating industry, qui serait notre application, la partie verte en haut à droite, on la voit démarrer vraiment en 2029-2030. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, de l'hydrogène vert, si vous voulez l'utiliser pour mettre dans un de vos process, c'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'hydrogène vert disponible. Si je demande aujourd'hui à quelqu'un, fournissez-moi, vous avez vu qu'on utilise 30 à 40 MW dans un four, fournissez-moi 30 à 40 MW d'hydrogène vert, je n'ai aucun fournisseur qui est capable de le fournir. Et puis, ça ne sera pas vraiment disponible donc avant 2030. Une autre question qui va se poser pour l'hydrogène, c'est est-ce que ça sera une production locale ou est-ce que ça sera en pipe? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement clair. Et puis, vous voyez que le coût aujourd'hui, en coût du dollar par kilo, il est autour de 3 à 4 dollars par kilo. Les gens envisagent en 2050 de descendre autour de 1. Et même en descendant autour de 1, on sera encore plus cher que le prix du gaz aujourd'hui. Donc, la vraie question qui va être de savoir à quelle vitesse ce prix va baisser. Est-ce qu'il y aura à quel prix sera le CO2 pour pouvoir voir à quel moment l'hydrogène vert va être réellement compétitif ou capable d'être utilisé dans nos usines. Donc, des questions qu'on se pose sur l'hydrogène, c'est comment on peut faire le développement de la techno et comment on peut anticiper et à quelle mesure c'est sensible ou pas à l'évolution du prix de l'hydrogène. Vous voyez que donc les gens ont un certain nombre de scénarios devant eux et en fonction de leurs contraintes, ils choisissent une option ou une autre. Je vais vous montrer sur ces différentes options quels sont les challenges spécifiques à l'industrie derrière du verre plat. Je vais schématiser ici. Donc, je parle que du scope 1. Le scope 2, je suppose qu'en 2050, l'électricité sera décarbonée. Je ne vais pas spéculer sur le fait qu'il y aura encore des centrales électriques qui sont sous pompe de gaz et quelle sera la part d'électricité qui ne sera pas décarbonée. Je suppose qu'elle est décarbonée. Et je reste à nos émissions directes qu'on a dans nos usines. Donc, l'ordre de grandeur, c'est j'ai mes 100 kilotonnes aujourd'hui et j'ai 30 kilotonnes qui viennent de nos matières premières si j'ai une certaine quantité de calcin. Et j'ai 70 kilotonnes qui viennent du gaz naturel. Alors, il y a des choses que je peux faire tout de suite. C'est très, très cher, et pourquoi pas. Il existe une possibilité de dire je fournis en électricité verte, je fournis en hydrogène, et je convertis dans ce qu'on appelle le power to gas. Donc, je convertis de l'hydrogène avec le CO2 que j'ai émis pour refabriquer du méthane. Donc, je n'utilise pas de méthane naturel, mais j'utilise à partir de l'électricité verte, j'utilise du méthane. Je ne change rien à mon four. Le flow de furnace reste le même. Et puis, ces 70 kilotonnes, elles font le tour de mon cycle et puis elles reviennent par la petite partie bleue derrière et je la reconvertis à partir d'une réaction avec l'hydrogène, je la reconvertis en CH4. Donc, ça, c'est une première façon de faire. Je ne change pas mon process et comme ça, je peux continuer à fonctionner et je diminue fortement mes émissions de CO2. La deuxième source dans mes matières premières, c'est le carbonate de sodium. Alors, cette fois, je n'utilise plus de carbonate de sodium, j'utilise de la soude, qui est là aussi une soude synthétique. Et il existe des procédés qui permettent de convertir la soude en carbonate de sodium. Et de ce point de vue-là, je fais réagir ma soude avec du CO2 et j'utilise une partie de mon CO2. J'utilise une partie de mon CO2 pour ça. Donc, il reste une partie que je ne sais pas encore traiter complètement, c'est le calcaire et la dolomie, mais en faisant rien de spécifiquement nouveau, sans faire de développement, j'utilise des technos disponibles. Je ne dis pas qu'elles sont toutes matures à l'échelle que je veux, mais je ne fais pas de développement de procédés et j'arrive
à diminuer de façon forte mon émission de CO2, puisque je passe de 100 kilotonnes à 15 kilotonnes. Et puis ces 15 kilotonnes, je décide que je peux les capturer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible, il suffit d'investir et on peut capturer ces CO2 et le revendre ou aller les restocker dans le sous-sol. Donc, je ne développe rien dans mon process, mais j'ai dans une seule usine qui fabrique du verre, j'ai obligé d'ajouter trois autres types d'usines, petites usines, je dirais, une usine pour capturer le CO2, une usine pour transformer ma soude en carbonate et une usine pour transformer mon H2 en CH4. Donc, on sent bien que c'est une solution qui est riche en termes d'investissement et qui est extrêmement chère en termes de prix de revient. Donc, ce qu'on va essayer, c'est quand même d'être un tout petit peu plus intelligent, quitte à modifier notre process pour utiliser mieux ce qui est à notre disposition. Donc là, on voit qu'on a plusieurs possibilités. Je parlerai surtout de celle de gauche, sur la partie énergétique. Mais on peut aussi essayer de faire réagir, je reprends sur la partie matière première, faire réagir magnésium, sodium, calcium, pardon, donc non pas en carbonate, mais prendre plutôt des silicates ou un certain nombre de déchets, de matière, pour les faire réagir avec le CO2 et les remettre sous forme de carbonate dans le four. Donc ça, c'est une possibilité qu'on peut envisager. Et puis là, j'ai remis aussi un autre élément sur les flèches pointillées en rouge, c'est aussi essayer d'être un tout petit peu plus intelligent sur l'énergie et de réchauffer nos matières premières. Aujourd'hui, ce n'est pas très facile à faire, mais d'utiliser de façon optimale notre énergie, parce qu'on sait que tout ça, en particulier l'énergie électrique ou l'hydrogène, ça va coûter cher. Donc on a besoin d'être encore plus efficace que ce qu'on est aujourd'hui sur l'utilisation de notre énergie. Et puis pour finir, malgré tout, capturer le CO2, parce que dans ce cas-là, on aura toujours un tout petit peu de CO2 qui nous restera, en particulier du carbonate de sodium. Donc, qu'est-ce qu'on a de spécifique quand on fait ce schéma-là par rapport aux autres industries? Alors, si je prends aux autres industries verrières, donc je rappelle, les industries verrières aujourd'hui qui existent, elles fabriquent soit des bouteilles, soit de la fibre d'isolation, soit de la fibre de renforcement. Et ce qu'on a de spécifique, nous, c'est principalement la qualité optique en termes d'homogénéité et de défauts ponctuels. Vous allez voir un petit tableau juste derrière. Donc, quand on fait une espèce de ranking entre les différentes industries, l'industrie du display, le verre pour les écrans, c'est celui qui est le plus demandé en termes de qualité, après celui de l'automobile, après celui du bâtiment, et toutes ces qualités-là sont de toute façon beaucoup plus supérieures que toutes les autres applications verrières du type bouteille ou isolation. Et donc, ce besoin de qualité, il a un impact important sur notre capacité à électrifier ou à électrifier notre procédé d'une façon ou d'une autre, ou à digérer du verre recyclé. Et c'est sur ces deux points-là que je vais insister. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, en termes de défauts par litre, des différents procédés. Donc là, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le procédé verre-flotte, où il y avait des brûleurs au-dessus d'un bain de verre avec des boucles de mouvement dans le four. En gros, des défauts inférieurs à 0,2 mm, il y en a moins de 1 point comme ça par litre. Quand vous prenez un four à boucle où les mouvements d'air ne sont pas exactement les mêmes, un four plus simple, la bouteille, c'est typiquement celui-là, on est entre 1000 et 5000 points fins par litre. Quand vous prenez un verre d'isolation, aujourd'hui, il est à 10 000 points fins par litre, et les fours électriques, naturellement, sortent des choses autour de 10 000 points fins par litre. Donc aujourd'hui, on a des fours électriques en verre d'isolation. Aujourd'hui, les gens d'isolation à Saint-Gobain se posent beaucoup moins de problèmes que nous. Eux, pour eux, c'est clair, leur four va être électrique, point la ligne, et ça ne pose pas vraiment de gros problèmes. Après, on a d'autres problèmes d'homogénéité, mais vous voyez qu'ils sont pas vraiment les contraintes en termes d'homogénéité sont moins critiques et ne sont pas extrêmement différentes dans les autres fours. Ce qui est important, c'est vraiment les défauts résiduels en termes de défauts de bulles. Très rapidement, donc qu'est-ce qu'on a nous à faire à court terme dans notre course à la neutralité carbone? Alors à court terme, on en a déjà parlé, optimiser l'énergie dans tous les cas. Sur les matières premières, sans doute bouger un peu nos matières premières, mais surtout augmenter notre taux de calcin et faire revenir le calcin de fin de vie, je vais en dire un mot derrière. On doit designer nos équipements, donc c'est la R&D qu'on va dire deux mots maintenant,
nos équipements, qu'est-ce qu'ils doivent être pour la prochaine génération qui fera du zéro CO2. Et sur les technologies de capture de carbone, c'est des technologies qui seront extérieures à notre process. Donc pour nous, pour l'instant, c'est suivre ces technologies, mais pas vraiment s'impliquer dedans. Et sans doute autour de 2030, des choix technico-économiques à valider pour valider quel est le bon design de four qu'on doit faire, et en particulier le choix d'options entre l'hydrogène et l'électrification. Donc, comme je vous le dis, on a deux choix devant nous, en tout cas à terme vers 2030. C'est soit on essaie d'aller vers des fours 100% électriques, vous avez vu le challenge que ça représente en termes de défauts. Donc, c'est ce que je dis, c'est déjà fait dans l'industrie d'isolation des fibres de verre. C'est la route principale qui est faite dans la bouteille. Je vous ai mis à droite, là, il y a des consortiums qui se mettent en place entre des fabricants de bouteilles pour designer ensemble quel sera le prochain four qui sera 100% électrique pour ces applications. Mais on voit qu'aujourd'hui, chez nous, pour le verre plat, ce n'est pas vraiment praticable aujourd'hui, à cause principalement de la qualité des bulles dont on a besoin en sortie de production. Et un deuxième argument qui est celui de la tirée. Nous, dans les industries du verre plat, c'est nous qui avons les plus gros fours, principalement pour diminuer le rapport entre les investissements qu'on doit faire et la quantité de verre qu'on produit. Donc on fait des gros investissements pour avoir une bonne qualité, des gros fours. Et de ce point de vue-là, les usines sont designées pour avoir tout de disponible à ces échelles-là. Ou bien on va vers des fours à hydrogène, avec sans doute quand même monter l'électricité au maximum, parce que le rendement énergétique de l'hydrogène et le coût de l'électricité sera quand même plus faible que celui de l'hydrogène. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va retoucher dans notre four, qu'est-ce qu'on devra retoucher dans le four pour avoir la bonne efficacité de combustion et que les flammes d'hydrogène, qui ne sont plus des flammes de gaz, réagissent correctement avec l'ensemble du four. Alors, juste un slide pour illustrer les difficultés. Qu'est-ce que ça voudrait dire de switcher à l'hydrogène? Donc, les objectifs sont de type avoir la bonne qualité, 0 bulle, et avoir une capacité raisonnable en termes de coût. Et ça nécessiterait, alors je vous ai montré, vous voyez une photo de ce que c'est qu'un four électrique. C'est un four dans lequel vous faites plonger des électrodes, soit par le dessus, soit par le dessous, et vous faites chauffer le verre autour de ces électrodes de façon extrêmement forte. La température autour de l'électrode monte à une température bien supérieure à ce qu'elle monte dans un four avec une flamme qui est au-dessus. Mais par contre, les mouvements de verre à l'intérieur du four électrique lui-même sont beaucoup plus simples. Entre guillemets, on n'arrive pas à créer des courants de convection. Il y a des très grosses turbulences autour des électrodes. Donc, on n'arrive pas vraiment, dans ces fours électriques, à maintenir un temps de résidence de la matière dans le four très long. Et vous avez vu le nombre de bulles qu'il faut faire sortir de nos verres. Donc, en général, ce qui sort à la sortie de ça n'est pas de très bonne qualité. Donc, il va falloir trouver un design où on essaiera de maximiser le temps de résidence. Donc, on va devoir faire un peu de modélisation, sans doute de construire un four pilote pour valider un design un peu différent de celui qui existe aujourd'hui, pour valider quelque chose qui soit raisonnable. En général, ces pilotes, ils ont une échelle 1/10. Faire un truc comme ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros, ça prend 3 à 5 ans, et à la fin, on n'est pas sûr que la qualité qui sortira sera bonne, mais c'est une étape indispensable. Et si la qualité est bonne, eh bien, il va falloir passer sans doute à une étape intermédiaire pour valider la technologie qui va autour, valider aussi la modélisation. Donc, c'est quelque chose qui prendra encore plusieurs années et qui va coûter aussi pas mal d'argent. Donc, vous voyez que s'engager dans une voie comme ça, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, on commence à faire des premières études. On en est là-dedans, les premières études en termes de modélisation. On simule à peu près bien quand même les mouvements de verre dans nos fours. Donc, on peut à peu près voir si la précision de nos modèles, si on peut designer des fours dans lesquels on fasse augmenter les temps de résidence de façon raisonnable. Aller vers des fours hydrogène, c'est un tout petit peu plus simple. Le processus pour aller vers là est sans doute plus continu, plus flexible. Fondamentalement, je pense qu'on ne changera pas
ce qu'on appelle le basic design, le design de base de nos fours. Ils resteront avec ces boucles à l'intérieur. Ce qui va changer, c'est l'interaction entre les réfractaires et la flamme, et l'interaction entre la flamme et le verre. Donc, du travail de laboratoire, principalement, du travail de simulation, laboratoire pour simuler les interactions entre l'hydrogène, l'oxygène, la vapeur d'eau, les vapeurs de sodium avec les réfractaires, et puis avec le verre. Un travail de simulation aussi, il faut changer la largeur, la longueur, la tirée de ces fours. Les pilotes, ces fours-là sont extrêmement gros, donc je pense que, entre guillemets, le pilote, ça ne sera pas de construire des pilotes de taille intermédiaire, mais ça sera de faire des essais pilotes en introduisant dans les fours existants, qui ne sont pas forcément optimisés pour ça, mais de faire rentrer le maximum d'hydrogène par étapes successives pour pouvoir aller assez loin, le plus loin possible dans l'utilisation d'hydrogène et voir ce qui se passe. Mais comme je vous le dis, aujourd'hui, le plus grand électrolyseur qui existe, c'est 20 MW. Et aujourd'hui, le plus petit de nos fours, c'est 40 MW. Donc en gros, aujourd'hui, on ne sait pas faire un essai en introduisant 100% d'hydrogène dans un four et voir ce qui sort. Donc on fait aussi du travail de simulation, du travail de laboratoire, et on essaie de préparer ce que pourrait être un essai pilote qui serait un essai dans une usine industrielle. Donc ça, c'est pour la partie des énergies. Donc encore des options devant nous, et puis avec des temps qui sont autour d'une dizaine d'années, en plusieurs étapes, qui passent par le labo, par le pilote, pour arriver à quelque chose à peu près correct entre 2030 et 2035. On se sera fait une idée sur la partie technique, et ça sera peut-être un peu plus clair aussi sur la partie économique de l'hydrogène. Un dernier point, avant ma conclusion, sur le calcin. Un point, parce que le calcin, donc là je vous ai présenté sur le sol français, sur la figure de droite, les usines de verre plat qui existent. Donc il y en a 3 qui sont de Saint-Gobain, et puis 3 qui sont des concurrents. Vous voyez qu'elles ne sont pas toutes réparties uniformément sur le territoire. Alors il y en a historiquement, celles du Nord, elles sont près de carrières de sable historiques, donc c'est pour ça qu'elles étaient placées à cet endroit-là. Les 2 de droite, c'est parce que c'est bien d'être à une frontière entre 2 pays, vous pouvez alimenter la France et l'Allemagne en même temps. Si vous aviez la même usine qui était à l'ouest, d'un côté il y aurait la mer, il n'y a pas beaucoup de clients du côté de l'Atlantique, donc on essaie de se mettre toujours à des endroits qui sont en termes de circonférence, avec des clients un peu autour. Et puis il y a une usine de Saint-Gobain un peu plus dans le sud de la France, un peu mieux placée en termes de centricité. Vous voyez, en tout cas, les clients, eux, ils sont un peu partout sur la France. Donc, quand vous avez un chantier qui se démolit à Brest, il faut ramener le verre extrêmement loin. Donc, il y a des coûts de transport, il y a du CO2 émis dans le transport. En tout cas, juste pour vous dire, la supply chain, elle n'est pas très favorable pour ramener de la démolition de chantier d'un peu partout. Et par rapport à ça, on peut dire que les usines de bouteilles, par exemple, vous avez des usines de bouteilles un peu partout. En général, elles sont plus proches des endroits où les gens fabriquent du champagne, fabriquent du cognac, ils sont plus proches de l'utilisation finale et beaucoup mieux répartis sur le sol national. Après, il y a des problèmes spécifiques de couleur. Les verres vieux de plus de 20 ans, ils ont encore des couleurs un peu différentes. Alors, ce n'est pas forcément un problème majeur, mais c'est un problème qui existe. Et puis, il peut y avoir des compositions de verrières qui ont un peu bougé, et qui font que le mélange n'est pas toujours très facile. Mais je dirais que ces 2 problèmes-là ne sont pas les plus critiques. Le point le plus critique, juste pour vous sensibiliser, puisque tout un chacun, on remet nos bouteilles de verre dans des containers, et on n'est pas toujours très très bon dans le tri, mais juste pour vous dire aujourd'hui que sur le verre plat, on a des contraintes de contamination de calcin qui sont extrêmement fortes. Quand vous mettez une canette d'aluminium dans un four, vous avez vu, notre four, il fait 2000 tonnes de verre. Si vous mettez une canette d'aluminium dedans, en gros, l'aluminium va réduire la silice, il va se former de silicium dans le verre, et ce silicium a un coefficient de dilatation différent de la silice, et ça va casser au refroidissement. Donc, en gros, vous mettez une bouteille d'aluminium, une canette d'aluminium dans un four, et vous avez 3 jours de production perdus, l'ordre de grandeur. Donc, vous avez un petit morceau d'aluminium comme une canette, et peut vous faire perdre 2000 tonnes de verre. Donc, c'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur de ce qui peut poser comme problème.
Le nickel pose d'autres types de problèmes, mais en gros, il se forme à l'intérieur du verre des sulfures de nickel et ça fait des casses parce que ce matériau a une transformation de phase à une certaine température et il casse spontanément, c'est plus rare, hein, mais spontanément à l'utilisation. Et puis, dernier type de problème, vous avez des vitrocéramiques, on utilise tout ça pour chauffer, donc c'est des matériaux verriers qui ont des coefficients de dilatation nuls, mais il y en a certaines qui sont transparentes pour certaines applications. Donc, quand tout ça nous revient dans le calcin, comme c'est des produits à coefficient de dilatation nul, qui ne se dissolvent pas du tout à la température à laquelle on fond notre verre, eh bien, au refroidissement, tout ça va casser de façon gentille et donc on va aussi perdre toute notre production. En gros, les ordres de grandeur des contaminations, on parle de choses qui sont plus petites que 1 par billion. Donc c'est extrêmement, extrêmement faible. Les spécifications sur l'aluminium, c'est 0. On ne veut pas du tout d'aluminium. Il faut savoir qu'une baguette, quand vous avez un double vitrage aujourd'hui dans vos maisons, le plus probable, c'est que l'intercalaire entre les deux feuilles de verre, c'est une baguette d'aluminium. Donc, quand vous cassez vous essayez d'enlever du verre qui est double vitrage qui était installé sur un site que vous démolissez, il faut absolument séparer correctement l'aluminium la baguette d'aluminium du verre, sinon c'est une catastrophe. Donc, il y a tout un développement technique sur les capteurs, les traitements qu'on peut faire dans le retraitement du calcin pour éviter de façon drastique tous ces polluants. Et ça, c'est fondamental si on veut avoir une économie circulaire qui marche et du calcin qui se recycle à la fin de vie de l'utilisation. Donc, en guise de conclusion, on a des voies techniques pour arriver quasiment à la neutralité carbone, pas complètement. C'est-à-dire que je pense qu'il restera un petit peu de carbonate, sauf si on montait de façon très très forte le calcin, mais je ne pense pas qu'on pourra totalement réutiliser notre calcin, ne serait-ce par le fait que quand on remplace un simple vitrage par un double, eh bien forcément on a besoin d'un peu plus de verre que ce qu'on reprend du marché. On a quelques challenges techniques importants et spécifiques au verre plat. Et le plus grand, c'est quand même celui de la qualité optique parfaite qu'on doit avoir, de l'absence de défaut dans ce produit, dans ce matériau. Sur un produit qui est un produit de commodité, qui se produit à grosse capacité, avec des durées de vie longues. Donc, il faut être prêt à ça. Ce changement dans les réactions chimiques vont faire des changements de design importants de four. A priori, la combustion hydrogène sera plus simple, mais plus cher. Et que le calcin, la qualité du calcin sera un élément important dans la capacité à atteindre le zéro CO2. On aura aussi des challenges économiques. Et aujourd'hui, anticiper quels seront les coûts de CO2 par rapport aux coûts d'électricité et aux coûts d'H2, ce n'est pas du tout évident à voir. Et puis les coûts des matières premières, si on doit changer de matières premières non carbonatées, ça sera aussi un des soucis. Enfin, les options, elles sont toujours ouvertes et devront par contre être, entre guillemets, dans une première étape, être déterminées autour de 2030, si on veut être neutre en 2050. Pour l'instant, on cherche à rester aussi flexible que possible pour la transition, mais on va devoir faire nos choix pour 2030. Voilà, j'ai fini ma présentation et donc avec Yves, prêt pour tout type de questions s'il y en a. Merci beaucoup François, merci Yves. On va attaquer les questions effectivement. On a une demi-heure, donc essayer d'être relativement bref dans la mesure du possible, comme ça on pourra prendre un maximum de questions. On en a pas mal. Première petite question, avant de parler peut-être trop technique sur la question du scope. Yves, vous aviez évoqué les scopes 1, 2 et 3. On a plutôt parlé des scopes 1 et 2. À propos du scope 3, est-ce que premièrement, il est difficile à calculer? Les ordres de grandeur sont-ils réalistes? Je veux dire, à quel point ils sont fiables? Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait le prendre en compte ou s'assurer que les fournisseurs vraiment font ce bilan sérieusement, prennent en compte mettre en œuvre des actions qui soient vraiment vérifiables? Merci. Je peux commencer à répondre en général pour Saint-Gobain et puis peut-être que François pourra compléter pour le verre en particulier. Je pense que le problème du scope 2, c'est qu'il ne dépend que de nous. Le scope 1, de la même manière, dépend essentiellement de nous. Par contre, le scope 3 dépend de nos fournisseurs. Et la question est de savoir qui paye, comme toujours. La question est de savoir qui est-ce
qui est-ce qui paye, qui est-ce qui gagne à émettre moins de CO2 dans le scope 3. Et ça, ce n'est pas du tout trivial, cette question-là. Donc après, c'est aussi une question de savoir comment on organise les usines. Est-ce qu'on essaye de mettre les usines au plus proche des ressources? Est-ce qu'on essaye de les mettre au plus proche des marchés? Et ça, c'est essentiellement des questions économiques qui conduisent à ça. Alors après, il y a d'autres aspects dans le scope 3 qui sont liés, tous ceux qui sont liés au packaging, où là, essentiellement, on peut se poser nous-mêmes la question de savoir comment est-ce que je fais le packaging de mes produits de façon à ne pas gaspiller trop de CO2 en le transportant, ne serait-ce qu'en ayant un packaging qui est plus léger, par exemple. Moi, ce que je peux rajouter d'abord, c'est que le verre plat, par exemple, nous, on n'a pas du tout de packaging. Le verre se transporte entre deux feuilles, il n'y a pas d'emballage, contrairement à la fibre d'isolation, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, tout le monde est confronté à des problématiques qui sont un tout petit peu différentes. Par contre, sur la question de savoir qui c'est qui certifie, comment on peut s'assurer que nos fournisseurs ont correctement rempli leur travail, il faut savoir que nous, quand on déclare notre contenu carbone, parce que ça se déclare de façon officielle, il y a ce qu'on appelle des FDES en France ou des EPD, des déclarations qui sont données par chaque acteur sur le marché. Saint-Gobain, là, dans la partie verre plat, on a annoncé il y a quelques semaines qu'on avait lancé le verre, un premier verre à moins de 10 kg de CO2 par kilo de verre. Donc, on a fait le travail et ça, toutes ces déclarations sont certifiées par des organismes extérieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas une déclaration propre à Saint-Gobain, c'est une déclaration qui est certifiée et validée par des organismes tiers. Et c'est la même chose pour les fournisseurs, pour nos fournisseurs à nous. Aujourd'hui, quand on fait nos calculs de ce que sont nos contenus carbone, par exemple sur la soude, puisque je vous ai dit tout à l'heure, carbonate de soude, il avait un contenu carbone important, on a pris des choses qui étaient dans les tables et on a demandé à nos fournisseurs, est-ce qu'ils sont exactement dans les valeurs qui sont dans les tables officielles? Est-ce qu'ils ont des procédés un peu particuliers qui leur permettraient d'avoir un contenu carbone plus faible, parce qu'évidemment, s'il y a un fournisseur qui a un contenu carbone plus faible, on va l'utiliser de façon privilégiée. Et tous ces gens-là, ils vont faire leurs déclarations. Tout le monde est sur la route aujourd'hui de faire des déclarations CO2. Et c'est devenu un travail, une activité de tous les industriels. Et toutes ces déclarations sont certifiées par des organismes extérieurs qui valident les données qui leur sont fournies, qui valident les calculs et qui permettent donc de ce point de vue-là d'avoir quand même une assurance que ce qui est déclaré est proche de la réalité. Merci. Et vous avez parlé du coût et justement, petite question par rapport au coût. Est-ce que les modifications de l'outil que vous avez proposé, donc que ce soit pour le scope 1 ou 2, engendrent des surcoûts? Et si oui, qui les supporte? Est-ce que ce sont les clients? Et si oui, comment est-ce que c'est perçu? Comment est-ce que vous arrivez à vendre finalement un potentiel surcoût? C'est aujourd'hui la question de la roadmap. Donc, on a parlé aujourd'hui, ces travaux, ils ne sont pas pour être mis en place aujourd'hui. Vous avez vu que le timeline, c'est en gros 2030-2050. Aujourd'hui, tous les travaux qu'on fait, c'est réduire les consommations énergétiques. Donc, de toute façon, tant que vous réduisez la consommation énergétique et que vous ne changez pas votre combustible, votre coût diminue. Donc, il n'y a pas de surcoût. Le surcoût, ça va être quand on va utiliser d'autres matières premières ou quand on va utiliser d'autres types de carburants que le gaz. Là, à ce moment-là, il y aura deux questions. Est-ce qu'il y aura un prix de CO2 sur le marché qui sera relativement élevé, qui sera plus que les 20 ou 30 euros la tonne aujourd'hui, qui, de ce point de vue-là, n'engendre pas beaucoup de changements sur le prix de marché. Mais à un moment, si le surcoût est très élevé, je vous avais montré à un moment mon usine, là, si je fais tout sans faire de travail intelligent, mais que j'utilise tout ce qui est à ma portée aujourd'hui en termes de technologie, en gros, ça double le prix, le coût. Ça double le coût de fabrication. Donc, doubler le coût, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur notre terre. Donc, nous, quand on a un coût qui augmente de quelques pourcents ou de 10%, c'est gigantesque. Donc, 100%, je pense qu'aujourd'hui, même les gens ne peuvent pas envisager qu'on ait des choses comme ça. Et aujourd'hui, il commence à y avoir quelques personnes qui commenceraient après à payer un petit peu plus pour un verre avec moins de carbone. Ça commence à apparaître plutôt dans les grands chantiers. C'est-à-dire que vous avez des constructeurs dans le bâtiment qui
qui sont prêts à payer pour des buildings zéro énergie et en même temps, au-delà du building zéro énergie, du building zéro CO2. Donc, ça commence à venir, mais ça reste encore très, très embryonnaire. Très, très embryonnaire. Donc, pour l'instant, je dirais, on n'est pas encore confronté à ce point-là. Mais c'est sûr qu'à un moment, il faudra que l'augmentation de coûts soit en phase avec l'augmentation que les clients sont prêts à payer en termes de prix. Et qui devra être aussi un peu en phase avec le prix du CO2. Parce que si tout ça, il faudra que tout ça soit en phase. Les gens ne vont pas payer si le prix du CO2 ne matche pas avec ce que les gens sont prêts à payer. Mais normalement, le prix du CO2, c'est le signal pour que les gens soient. Oui, juste pour compléter ça, c'est quelque chose que vous allez avoir de manière récurrente chaque fois que vous allez parler à des industriels, c'est que diminuer les émissions de CO2 pour les produits, ça a toujours un coût. C'est un coût qui peut être balancé par une taxe sur le CO2, mais encore faut-il que la taxe sur le CO2 soit quelque chose qui ait une certaine uniformité sur la planète, sinon vous allez avoir comme des ennuis. Et puis il y a un autre aspect qui est un peu plus indirect, c'est imaginer qu'on invente un produit qui permette à nos clients d'économiser du CO2. Les seuls qui en bénéficient, c'est les clients. Pour peu que ce produit ait une teneur en CO2 plus importante, pour nous, ça veut dire qu'on va être obligé de payer pour que nos clients puissent gagner sur le CO2. Donc, je veux dire, il y a une réflexion à avoir sur comment les coûts et comment les bénéfices sont répartis. Et là, vous sentez que c'est très difficile parce que ça demande une pensée qui est à la fois une pensée politique et une pensée système. Et vous rajoutez à ça qu'on a un antécédent. Vous regardez le papier recyclé était de moindre qualité, mais le public a voulu acheter du papier recyclé. Donc, il se peut aussi qu'il y ait une pression du public qui dise « je suis prêt à avoir, je sais pas, un verre un peu moins transparent, mais à condition qu'il y ait plus de verre recyclé dans ce verre ». Mais ça, vous sentez que c'est quelque chose qui est difficile à organiser. Par contre, c'est quelque chose qui peut venir de la population. Donc là, je pense qu'on sort des limites de l'épure du point de vue proprement industriel, mais par contre, sûrement pas des limites de l'épure de la décarbonisation de notre industrie, de notre économie. Oui, puis effectivement, contrairement à beaucoup d'autres industries, l'usage de votre produit est plutôt en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt que dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment le point critique, effectivement. Il y avait pas mal de questions sur tout ce qui était recyclage. À la fois, vous avez abordé certains points sur la fin de vie de certains produits verriers. Également, comment gérer la diversité des verres récupérés. Je suppose qu'il y a de façon sous-jacente le tri, le traitement, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la possibilité d'évoquer une économie circulaire puissante? Alors, par rapport à la bouteille, où il y a effectivement des bouteilles de couleurs et de nature très différentes suivant ce qu'on met à l'intérieur, hein, donc des natures de bouteilles très différentes. Aujourd'hui, sur le verre plat, il y a effectivement des fonctions différentes. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans la présentation. Donc, on veut des fois s'isoler du froid, des fois s'isoler du chaud, des fois s'isoler avoir de la protection pour la sécurité. Globalement, tout ça se fait avec de la jonction de produits de couches très minces. Hein, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de verre de couleur. Aujourd'hui, si vous prenez le marché européen, le verre de couleur n'existe que pour l'automobile. Dans le verre bâtiment, il n'y a plus de verre de couleur. Par contre, si vous vous baladez au Mexique, on a dans des pays un peu moins, enfin en tout cas dans des climats un peu plus chauds, un petit peu moins modernes en termes de technologie, ils ont encore des verres de couleur. Mais si je prends l'exemple de l'Europe aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de problématique je vous ai dit à la fin, il n'y a pas vraiment de problématique de tri de verre au sens, comme sur la bouteille, il y a du verre foncé, il y a du verre clair, il faut les trier comme il faut, etc. Il n'y a pas ce problème-là. Tous les verres avec des couches dessus se recyclent relativement bien. La séparation du plastique avec le verre n'est pas parfaite, mais ça va se régler. La vraie question, c'est la question des pollutions métalliques là, dont j'ai parlé, de vitrocéramique et tout ça. Et ça, aujourd'hui, c'est des sujets un tout petit peu compliqués parce qu'il n'y a pas de capteurs qui sont infaillibles, qui ne soient pas infaillibles, je veux dire, qui soient corrects. Donc, aujourd'hui, ce qu'il va falloir, les problèmes qui vont se poser, c'est comment, dans une fenêtre, je désassemble le verre de la fenêtre, comment, dans une grande façade de verre, je descends tous les morceaux de verre proprement pour que ça ne soit pas un taux de gravat important en dessous, ou un morceau de béton mélangé à des morceaux de verre.
c'est aussi extrêmement dangereux dans le four. Donc aujourd'hui, le plus souvent, quand on a des problèmes de calcin, de qualité, c'est parce que dans la manipulation de toutes ces tonnes de calcin, il y a des morceaux de sol, enfin de béton du sol qui ont été arrachés en même temps et qui se retrouvent dans le tas et qui après se retrouvent dans le four et qui posent problème. Ça va être des problèmes de logistique pas très scientifiques, pas très high level, mais qui sont compliqués, qui ne sont pas insolubles. Sans doute avec des machines portables qui iront sur les chantiers, qui feront le tri sur le chantier, etc. Donc, ça, c'est pour les gros chantiers. Pour les petits chantiers, ça sera récupéré quand le menuisier vient changer votre fenêtre chez vous. Déjà, aujourd'hui, il n'est plus incité à aller le mettre en décharge. Hein, donc, vraiment, dans la logique, de plus en plus, ils iront le remettre dans des zones où on pourra récupérer le verre derrière. Moi, je crois beaucoup à la possibilité de le faire, mais il y a encore un peu de technologie à développer, surtout pour la qualité de ce qui rentrera. Et ça sera vraiment des pouyennes à enlever, mais qui seront extrêmement importants, c'est toutes ces petites quantités qui resteront pour que la production puisse se faire correctement. Pas mal de questions aussi sur le méthane. Donc, vous avez parlé du méthane synthétique. Il y a plusieurs questions autour du méthane biologique issu de méthanisation. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez réfléchi? Est-ce que c'est un substrat qui pourrait être utilisé pour vous? Alors, on a déjà fait des tests de biogaz. Aujourd'hui, on sait dans le four aujourd'hui le remettre. Ce que je vous ai dit, la difficulté, la raison pour laquelle ça ne fait pas partie de notre roadmap, ce n'est pas qu'on ne va pas l'utiliser, parce que je pense qu'on l'utilisera, mais ces sources de biomasse, quand on fait le bilan, ça va représenter jamais plus au niveau mondial, hein, en termes d'énergie, que 5% de l'énergie ou quelques pourcents de l'énergie globalement utilisée sur la Terre, et en plus pas forcément répartie de façon très uniforme. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un challenge technique. On ne veut pas non plus être, parce que les biocarburants n'ont pas toujours eu bonne presse, hein, donc on ne veut pas non plus forcément pousser à la roue là-dessus. Mais par contre, il y a des endroits sur la Terre où ça peut valoir le coup de le faire. Donc ces endroits-là, on le fera sans problème, parce que techniquement, c'est entre guillemets simple. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est simple. Simplement, nous, c'est ce qu'on a dit, on travaille pendant 20 ans sans interruption. D'accord ? Donc, ça veut dire que la source d'énergie, il faut qu'elle soit continue, sans interruption. Et notre four est adapté à la source d'énergie qu'on nous produit. Donc, si on nous produit du gaz, et qu'il y a une interruption de biogaz pendant une semaine, et qu'on me dise, ah ben non, mais là, vous ne pouvez plus, vous switcher sur l'hydrogène pendant. Bon, il faudra que j'ai un pipeline d'hydrogène qui arrive à l'usine, je ne suis pas sûr que j'aurai partout. Et il faudra que mon four soit adapté aux deux. Et je ne pense pas que ça soit forcément le cas. Donc, ça veut dire que si j'ai une source de biogaz, il faut que je m'assure que dans 10 ans, les cultures, elles n'auront pas changé et que j'aurai toujours mon biogaz à disposition à l'endroit où je suis. Donc, voilà, c'est quand même une contrainte logistique forte. D'accord. Une autre question sur la partie CO2 capture. Donc, vous avez parlé que c'était une solution que vous utilisez de capturer le CO2 pour le renvoyer dans le sol. Il y a une question sur le fait que, plutôt que de le renvoyer dans le sol, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de produire du gaz synthétique et de le vendre? Et si vous faisiez ça, en fait, la question, c'est qui serait bénéficiaire de la comptabilité des émissions? C'est-à-dire, est-ce que c'est Saint-Gobain qui en bénéficie ou est-ce que c'est l'acheteur qui bénéficie des réductions? Il y a des petites expériences qui existent. Ça existe dans la bouteille en particulier. Et il y a des cas de figure où c'est presque rentable parce qu'aujourd'hui, il y a du CO2, on le sait, qui est utilisé de façon marchande. Hein, c'est pour le Coca-Cola, par exemple. Hein. Donc, il y a des régions du monde dans lesquelles il y a un manque de CO2 aujourd'hui. Et donc, il y a des fournisseurs de gaz qui viennent voir les verriers régulièrement en leur disant est-ce que je peux utiliser tes fumées, prendre le CO2 de tes fumées pour les refouler dans des bouteilles Donc ça, aujourd'hui, c'est limite de rentabilité parce qu'il faut quand même traiter les fumées. Hein. Nos fumées, elles sont pas, c'est pas que du CO2, donc il y a un peu d'autres choses dedans, donc il faut séparer, il faut être propre, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nos possibilités. Mais aujourd'hui, si on utilise ça, c'est-à-dire si nos CO2 ne partaient plus à la cheminée, mais ce serait utilisé par un fabricant pour le mettre dans des bouteilles de soda, ça ne diminuerait pas
nos quantités d'émissions. C'est-à-dire que ça ne se substitue pas, enfin, ça ne fait pas décroître nos quantités d'émissions dans la définition des quantités d'émissions d'aujourd'hui. Donc, on resterait émetteur d'autant de CO2, même si ce CO2 est utilisé, parce qu'à la fin, ce CO2 sera de toute façon déversé dans l'atmosphère. Voilà. Et une dernière question pour moi, et après je renvoie la main à Damien. Comment vous envisagez l'évolution de la consommation de vos produits? Est-ce que là, vous avez une vision un peu de est-ce qu'ils vont diminuer, est-ce qu'ils vont augmenter? Est-ce que ça, c'est pris en compte dans vos choix techniques? Très bonne question, parce que je ne sais pas qui c'est qui sera capable de dire à quoi ressemblera vraiment une usine en 2050. J'ai fait l'hypothèse qui ressemblerait à celle d'aujourd'hui. Il va souligner le point tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'en 2050, on aura toujours 3 usines en France qui seront basées là où elles sont basées, avec la taille qu'elles ont aujourd'hui? Je ne sais pas trop dire. Je ne sais pas trop dire si elles resteront les mêmes. En ordre de grandeur de quantité, je peux dire que jusqu'à 2030, on va sans doute amincir le verre. Ça, c'est clair. Il y a des endroits dans l'utilisation du verre aujourd'hui où on peut faire aussi bien avec moins de verre. 4 mm de verre pour faire un double vitrage. Vous pouvez utiliser du 3 mm. Il y a même des fenêtres aux États-Unis qui sont faites avec moins de 3 mm. Enfin, bon. Donc, on va diminuer l'épaisseur. Diminuer l'épaisseur veut dire diminuer les besoins, d'une certaine façon, en termes de tonnes. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, il y aura pour un certain nombre d'applications des diminutions de quantité. Par contre, si pour diminuer les émissions de CO2 des maisons, on fait passer tout le monde en des triples vitrages en France, par exemple, ben ça sera une augmentation de la consommation de verre, parce que même si vous mettez un peu moins de verre, si vous faites triple vitrage plutôt que double ou simple, ben forcément, c'est un peu plus. Donc, c'est très difficile, hein, puisqu'on a des tendances qui vont dans un sens, d'autres qui vont dans d'autres. Sur une durée aussi longue que ça, je ne parierais pas pour un truc qui va dans un sens ou qui va dans l'autre. C'est très compliqué. Mais il y a des forces qui vont dans un sens et d'autres qui vont dans d'autres. Juste pour compléter. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais… Oui, tout à fait. Mais je voudrais dire, c'est un cas de figure qui est intéressant d'un point de vue intellectuel, parce qu'il y a toujours des bonnes âmes pour vous expliquer qu'il suffit de produire moins pour que ça marche mieux. Mais si tous les endroits on peut mettre un double vitrage, on ne met pas un double vitrage parce qu'on veut avoir moins de verre, ça veut dire que pour tout ce qui est ou bien climatisation ou bien chauffage du bâtiment, ben on va perdre tout ce qu'on gagne en ayant un bon isolant. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment penser système. Faut pas penser simplement tonnage. Et je pense que c'est vrai de tous les problèmes qui sont liés aux émissions de CO2 et de tous les problèmes qui sont liés aux énergies. Si les limites de l'épure sont trop restreintes, on peut prendre des décisions qui sont très bêtes, pour la société, j'entends. Et une dernière question par rapport à ça. Donc là, vous avez centré votre discours CO2 par rapport à vos matières premières. Est-ce que vous avez des travaux en cours sur la baisse des matières premières? Parce qu'on sait bien qu'il y a des pics de pétrole, mais il n'y a pas que le pic de pétrole. Il y a quand même le pic de pas mal de produits. Alors, est-ce que vous êtes concerné, vous, par rapport à vos matières premières? Et si oui, comment vous traitez ces problèmes-là aujourd'hui? Aujourd'hui, les matières premières, c'est principalement pour nous le recyclage par le calcin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ce que je vous ai dit au début, c'est aujourd'hui l'ordre de grandeur des verriers, ça va être de l'ordre de 20% de calcin. Et c'est que du calcin qui est lié aux pertes de rendement dans la chaîne de valeur. Ce n'est pas du tout l'utilisation finale. C'est une perte de rendement chez nous dans nos fabrications et dans toutes les transformations qui ont lieu derrière. Et dans des pays comme les nôtres, où 2/3 du marché, c'est de la rénovation quand même. Hein. Il y a encore de la construction neuve, mais quand même beaucoup de marché, c'est la rénovation. Dans la rénovation, on pourrait faire plus de circulaire. Donc nous, notre taux de calcin, on pense le faire monter quand même de façon forte dans les années qui viennent. Après, les matières premières, aujourd'hui, le calcaire, c'est quand même une matière première bien disponible. Et sauf à diminuer les épaisseurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, à diminuer la quantité totale, la seule chose qu'on va chercher, c'est des matières premières qui sont potentiellement non carbonatées. Donc, en gros, au lieu de partir d'un carbonate de calcium, on partira de roches qui contiennent du calcium et de la silice, des silicates de calcium, des choses comme ça, qui ne seront pas carbonatées, qui sont un peu différentes, mais ça restera quand même des matières premières. Donc à chaque fois que je comprends que les gens se font l'image de la quantité de matière, de matière première qu'on utilise, qui est quand même allée piquer dans les ressources naturelles.
Mais encore une fois, si on veut isoler son bâtiment, il faut passer de simple vitrage à double, voire à du triple. Donc ça veut dire quand même utiliser plus de matière. Malgré tout ce que vous pouvez faire sur le recyclage du calcin, sur l'amincissement des produits, à la fin, s'isoler, c'est compliqué de s'isoler et de dépenser moins de CO2 au chauffage et à la thermique dans l'autre sens si vous isolez pas mieux vos bâtiments. Donc c'est compliqué de penser à tout ça en utilisant au global moins de matière. Pour changer un petit peu de sujet, est-ce que pour ce projet, vous avez identifié des impacts sociaux? Est-ce que, par exemple, vous avez identifié de nouvelles compétences ou le besoin d'avoir plus de personnes qui travaillent pour ce projet-là ou pour la maintenance? Éventuellement, des impacts pour les filières de recyclage? Est-ce que vous avez aussi réfléchi à la localisation de ces emplois, leur pérennité? Est-ce que, par exemple, ça peut aussi impacter, je ne sais pas, par exemple, la sécurité des employés, ces modifications de l'outil industriel? Dans l'état actuel de nos recherches, qui sont plutôt assez amont et assez centrées process, je dirais, pour vraiment le matériau verrier, le seul impact vraiment sociétal fort, alors je mets à part dans les centres de R&D, où je dirais centres de R&D et activités de façon technique un peu, où la part de tout ce qui est lié à l'innovation autour et à l'analyse du cycle de vie des produits, c'est un sujet quand même qui est de plus en plus important. Donc des gens qui ont cette compétence d'analyse de cycle de vie, c'est un sujet et qui intéresse beaucoup les jeunes. Donc ils sont souvent très preneurs et très leaders dans cet aspect-là. Le vrai sujet impactant aujourd'hui, c'est la partie du recyclage. C'est-à-dire que la partie du recyclage aujourd'hui, les initiatives qu'on a par exemple en France sur les recyclages des fenêtres en fin de vie, là c'est beaucoup des petites entités, même des petites entités avec des travaux avec des personnes handicapées ou des choses comme ça. C'est parce que ça reste aujourd'hui très manuel. Donc aujourd'hui, il va y avoir il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui auront un impact local fort, parce que ce recyclage, il commence au bout de la chaîne, et que le bout de la chaîne, il est complètement délocalisé. Le bout de la chaîne, la fin de vie, c'est un peu partout. Il faut faire remonter tout ça vers les usines, mais ça commence par du démantèlement très, très local. Donc, on a un impact là-dessus. Et je pense que l'impact majeur, il sera sur cette économie circulaire. Sur le reste, oui, il y a des compétences un peu nouvelles dans nos centres techniques et centres de R&D, mais le reste du travail va rester le travail d'ingénieur process, de la modélisation, des choses qu'on fait déjà sur nos process aujourd'hui. Très bien. Pour compléter peut-être ce point-là, je pense qu'il y a aussi une compétence qui est une compétence assez diffuse, qui est de regarder nos produits différemment. Si on prend par exemple une plaque de plâtre, ce n'est pas du verre, une plaque de plâtre, si on fait le bilan CO2 de la plaque de plâtre, en fait, ce qui coûte très cher dans la plaque de plâtre, c'est les attaches métalliques qui permettent de la mettre en place. Donc, si on développe une plaque de plâtre qui a besoin de moins d'attaches métalliques, on n'en aura aucunement le bénéfice, mais par contre, pour la société, on aura une fonction qui sera remplie avec beaucoup moins de CO2. Donc, ça veut dire que ce que ça veut dire, c'est que la réflexion pour les ingénieurs, et notamment les ingénieurs en R&D, c'est de regarder les produits de manière différente. Alors, une des choses qu'on a faites, c'est dans tous les centres de recherche de Saint-Gobain, il y a des shifters, il y a des étudiants, il y a des chercheurs qui suivent une formation à la fresque du climat, et puis qui après se posent la question de savoir, dans leur programme de recherche eux-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire de diminuer le CO2, mais avec une vision qui est une vision globale. Et ça, ce n'est pas une compétence spécifique, c'est un regard spécifique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui sera très important et aussi très important dans la formation des ingénieurs. Donc, s'ils ont déjà ce type de réflexion en arrivant chez Saint-Gobain, ils n'en seront que mieux venus. Et justement, en parlant de la formation des ingénieurs, oui, François, vous voulez compléter? C'est un peu ce que je voulais dire sur les ACV. Les ACV, c'est l'analyse du cycle de vie, et dedans, il y a l'aspect système que mentionne Yves, c'est-à-dire la capacité à voir non pas le produit, mais le système au global et son impact carbone. Et voilà, c'est vraiment l'approche système est extrêmement importante dans ce cadre-là. Oui, de même que l'économie circulaire inclut les usages également.
absolument. Dans la vision d'un futur ingénieur qui sortirait d'ici quelques années d'une école d'ingénieur avec, on va dire, une profonde transformation des enseignements, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs, de jeunes qui se posent la question d'aller ou non dans des grosses entreprises. Ils ont peur de ne pas avoir voix au chapitre, de ne pas pouvoir faire modifier certains process, par exemple. Donc, ce serait intéressant pour nous de comprendre quelle a été l'origine du projet ou qui on a été à l'origine. Comment est-ce que vous avez pu mobiliser la direction, vos collègues, les responsables du process, éventuellement même les clients? Ça serait intéressant de comprendre le processus voilà, de démarrage de ce projet-là et d'adhésion. Ben, bon, je vais répondre d'une certaine manière. Bon, il se trouve que je ne suis pas depuis très très longtemps à Saint-Gobain, mais ce que j'ai vu, moi, c'est que le procédé a d'abord commencé par une volonté top-down, c'est-à-dire la direction de Saint-Gobain qui a dit c'est important et on veut s'y coller, et après c'est décliné par un procédé qui est plus bottom-up. Ou alors là, on est allé à la pêche aux idées, il y a eu un certain… Mais de toute façon, la volonté était top-down, mais la réponse à la volonté, et ça c'est très caractéristique d'une grande entreprise technique, c'est d'abord une réponse technique, c'est comment je fais en vrai. Maintenant, on m'a dit qu'il faut le faire, mais comment je le fais en vrai? Et je pense que les élèves ingénieurs doivent se poser cette question-là dans ces termes-là. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention et de se dire je vais résoudre le projet, je vais sauver le monde. C'est de se dire comment je mets en place des solutions techniques qui me permettent de faire ces choses-là. Et là, ça veut dire qu'il y a une convergence. Il y a une convergence d'une volonté de l'entreprise de le faire et une convergence des compétences existantes dans l'entreprise pour pouvoir faire avancer les choses. Mais c'est clair que ça ne va pas être l'ingénieur de base qui rentre à Saint-Gobain qui dit « j'ai une idée géniale, vous allez faire tous vos fours à verre électriques ou à l'hydrogène » parce que juste ça ne marchera pas. Mais par contre, d'avoir cette motivation et de se dire « moi j'ai envie de travailler dans ces projets-là et j'ai envie d'y apporter les compétences que j'ai », ça c'est exactement comme ça que se construit une stratégie. Je vais dire simplement, c'est que quand le grand chef de Chalandard il a annoncé, c'est ce que mettait Yves dans son premier slide, que Saint-Gobain serait carbone neutral en 2050, je dirais c'est vraiment quelque chose qui est venu top-down. Même si, en même temps, il y avait, en particulier de la part des jeunes, et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des jeunes managers au sens qui commencent à avoir des postes de responsabilité relativement haut placés, mais qui ont plutôt 35 ans, je dirais, dans ces eaux-là, qui commençaient déjà aussi à pousser, ou en tout cas à dire un certain nombre de choses sur l'engagement carbone de Saint-Gobain, sans doute avec un management entre les deux qui n'était pas totalement adoptif de ce truc-là, en tout cas de façon naturelle. Donc là, aujourd'hui, je dois dire que je vois bien quand même toujours le top-down qui est rappelé, mais qui est maintenant pris en compte parce que tout le monde a bien compris que ce n'était pas juste une annonce, hein, donc que tout le monde doit aller sur cette affaire. Mais c'est vrai que les jeunes qui sont dans les centres de R&D d'un côté et qui, avec un peu plus de bouteilles, arrivent à des postes de responsabilité dans un certain nombre de fonctions dans l'entreprise, sont des grands promoteurs, non seulement de nos actions techniques, mais comme dit Yves au tout départ, il y a aussi beaucoup d'actions de tous les jours et de choix d'un certain nombre de programmes qui sont autant sur les voitures de fonction ou sur des choses comme ça qui sont délibérément mis en place dans l'entreprise, qui sont beaucoup de petits gestes en même temps. Alors, les petits gestes, on peut y croire ou pas y croire, mais en tout cas qui sont mis en place réellement. Donc, et les jeunes de ce point de vue-là, comme dit Yves, ils ont dans le déploiement de tout ça, ils ont la voix au chapitre sans problème. Ça, mais dans le cadre de la mise en place. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de réticence aujourd'hui. Alors, quand vous dites, est-ce que ça s'est fait avec les clients? Là, je peux vous dire que pas du tout. C'est-à-dire qu'on est dans un marché, il faut quand même que les gens prennent conscience, on est dans un marché qui globalement est un marché réglementé. Aujourd'hui, qui c'est qui va changer ses fenêtres ou qui va faire une rénovation s'il n'a pas l'aide de l'État? Tout le monde veut son crédit d'impôt. Et s'il n'a pas le crédit d'impôt, donc à la fin, en tout cas, ce n'est pas vrai dans tous les pays, mais en France, le particulier ne fait quelque chose que parce qu'il est aidé. Et donc aujourd'hui, le besoin exprimé par un client, par quelques clients, pour aller vers ça, pas du tout. Pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez quand même pas mal d'argent de grands fonds d'investisseurs qui s'orientent vers ça. Donc, ce n'est pas du court terme, ce n'est pas des clients,
mais potentiellement des actionnaires. Mais des clients, moi, je ne vois pas aujourd'hui, donc les clients automobiles commencent un petit peu, mais jamais, il n'y a pas un client automobile aujourd'hui, je ne pense pas, je n'ai pas discuté avec Sécurité récemment, mais qui est venu en disant qu'il était prêt à prendre un arbitrage plus cher s'il avait moins de CO2. Et tout le monde fait la recherche à la CO2, mais jamais aujourd'hui pour être prêt à prendre une filière de distribution un peu différente. Donc ça rentre dans les mœurs, mais ce n'est pas encore un critère économique. Donc je ne le vois pas encore. Par rapport à ça, vous avez dit justement que beaucoup de projets que vous êtes en train de travailler seraient rentables que si le prix du carbone était élevé. Est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable, vous, à une taxe carbone et que vous militez pour ça? Aujourd'hui, on a un prix carbone en interne pour déclencher des projets de R&D ou des investissements qui sont supérieurs au prix du marché. Donc en interne, pour le calcul des rentabilités d'investissement ou pour les calculs de valeur de projets de R&D, on a des valeurs de coût de CO2, de prix de CO2 qui sont plus élevés que les prix du marché. Ils ne sont pas encore suffisants pour faire des grosses bascules. Aujourd'hui, même avec le prix du carbone à 400 € la tonne, vous ne mettez pas d'hydrogène dans votre four encore, hein. Je peux vous le dire. Hein. Donc, c'est là où il faut faire attention. Par contre, si vous voyez l'asymptote du prix d'hydrogène en 2035 et que vous mettez un prix de CO2 tel que la Norvège l'a mis, la Norvège elle a mis des prix de CO2 dans son pays, ça sera 150 € la tonne. À 150 € la tonne, avec un prix d'hydrogène en 2035, là, ça commence à devenir sérieux. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est ça que je veux dire, c'est toute la difficulté de l'affaire. C'est toute la difficulté de l'affaire. Mais ça va converger, ça va forcément converger. Tout ça va être cohérent. Ça ne peut pas ne pas être cohérent. Ça, je veux dire. Oui, juste. Je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles. Le prix de la tonne de CO2, pensé comme une action internationale et pas pensé comme une action indépendante, c'est probablement un passage obligé. Ça, c'est clair. Il y a la pression du marché, il y a la pression des clients qui peut aider aussi dans cette direction-là. Et donc, ça, c'est les deux forces motrices. Mais si on revient à la question de qui on doit former pour le faire, envoyez-nous des ingénieurs qui sont très solides techniquement, qui aient cette motivation, qui soient très solides techniquement, c'est essentiel. Si on nous envoie des gens qui n'ont que des bonnes intentions, on ira nulle part. Si on nous envoie des gens qui sont très solides techniquement, mais qui n'ont pas une vision de ce qu'ils veulent faire, on n'arrivera pas à avancer. Donc, il faut vraiment avoir les deux. Et je pense que le fait que les INSA aient envie de se mettre dans cette optique-là, tout en gardant une compétence technique très solide, ça ne peut être qu'encouragé. Vous répondez à ma dernière question qui était d'évoquer quelles étaient selon vous en fait, les compétences les plus indispensables aux ingénieurs pour mener à bien ces transformations, aussi bien des compétences techniques que plutôt humaines. Alors, si vous voulez détailler encore un petit peu, n'hésitez pas, sinon on peut rester sur ce moment. Je ne vais pas forcément détailler beaucoup, mais les compétences techniques, c'est celles que vous leur donnez déjà. Et ça, il ne faut surtout pas les affaiblir. Ce serait un désastre que de fabriquer des ingénieurs plantes vertes. Et les compétences humaines, c'est d'apprendre à penser qu'un ingénieur, il est dans une société, il est dans une entreprise qui fait partie d'une économie, qui fait partie d'une société. Et il faut qu'il ait une vision d'ensemble de ça. Et ces compétences humaines, d'une certaine manière, c'est des compétences de citoyen plus que des compétences d'ingénieur. Et je veux dire, il ne faut pas affaiblir l'une pour pouvoir prétendre répondre à l'autre. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire et cette prise de conscience doit s'accompagner de la question de savoir comment je fais moi en vrai. Comment est-ce que je suis capable d'apporter ce que mes ménages, ce que ma formation d'ingénieur est capable de donner pour pouvoir faire des fours plus efficaces, par exemple. Donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Mais par contre, il faut, quand on a cette compétence technique solide, de se dire il y a un sens à l'appliquer. Parfait, c'est très clair. Je crois qu'on est en phase justement avec ce point de vue. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour cette conférence. Je pense que c'était vraiment très instructif.